Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale dans laquelle nous allons parler de transition énergétique. Avec nous, Michel Derdevet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général d'Enedis. Alors, le 11 décembre dernier, vous avez organisé un side event, une journée de conférence avec de nombreux acteurs internationaux de l'énergie et tout cela au moment du One Planet Summit. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une manifestation comme celle-là, et on le voit d'ailleurs à travers ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas que les chefs d'État et de gouvernement, c'est pas que les décideurs politiques, c'est aussi le monde des entreprises qui se mobilise. Vous avez eu un grand appel aux États-Unis suite à la décision du président Trump qui était de mettre un peu en réserve l'accord de Paris du mois de décembre 2015. Aux États-Unis, par exemple, les entreprises se mobilisent, quel que soit leur domaine, pour dire on est présent, on va y aller, on va faire notre bout de chemin pour arriver à la limitation de 2% des émissions de CO2. Nous, on s'est dit qu'en France aussi, il y avait de grandes entreprises, et Enedis en fait partie, qui pouvaient avoir envie d'émettre un signal d'engagement volontaire autour de ces questions de changement climatique. Parce qu'il y a tout un travail qui se fait donc en réseau. C'était un petit peu le rôle de ce side event, de ces conférences, se rencontrer. Vous avez tout à fait raison, puisque ce side event, par exemple, il y avait notre ami indien qui a lancé l'initiative Smart Grid en Inde. Donc on avait convié des acteurs qui, au plan mondial, considèrent que le changement climatique, c'est aussi affaire d'infrastructures, de réseaux d'énergie, et que ce n'est pas qu'une question de production. On a parlé le 12 décembre à Paris de charbon, avec l'engagement de la Banque mondiale de ne plus financer les projets charbon, avec le rappel d'un certain nombre de fondamentaux sur la sortie de la production d'électricité. Mais il n'y a pas que la production. Il y a aussi les réseaux qui acheminent l'électricité partout dans le monde. Eh bien, je vous propose justement de découvrir la première table ronde qui a eu lieu le 11 décembre dernier, où vous allez entendre des témoignages internationaux sur ce qui se fait dans leur pays et toute une réflexion sur les réseaux. Regardez. We will start this first roundtable with Shermin Dajani. Hello, Shermin. Thank you very much to be here. Shermin est PDG de PanMed Energy, un bureau de consultants qui est concentré sur les services énergétiques en Jordanie. Donc Shermin nous vient de Jordanie et dans la région également. Et elle a un lien spécial avec la France, puisque je ne savais pas, mais vous avez eu la Légion d'honneur aussi, donc vous avez un lien spécial avec la France. Merci d'être parmi nous. I want to ask you about the situation of the energetic situation in your country and maybe the region, and what is needed to achieve energy transition in the Middle East. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire la transition énergétique au Moyen-Orient? Vous avez la parole. Thank you. I'd like to maybe give you a brief picture about my Vous donner un petit aperçu de mon pays, la Jordanie. Nous sommes l'un des pays les plus pauvres du Moyen-Orient et le deuxième plus pauvre au monde pour ce qui est de l'énergie et le deuxième plus pauvre au monde pour l'eau. La plupart de la population sont des réfugiés de Syrie, de la Palestine, et c'est une enclave où laquelle les réfugiés viennent se retrouver. Donc nous avons reçu du pétrole d'Irak par le passé, et après la chute de Saddam Hussein, nous avons mis tous nos œufs dans le panier égyptien, et la plupart de notre énergie en gaz, nous la recevons donc d'Égypte. En 2011, nous avons un sabotage après un autre dans les pipelines, et nous avons été obligés de compter rapidement sur l'achat de diesel et de pétrole qui sont en fait, qui représentent 40% de notre PNB. Et la Jordanie, c'était vraiment une situation un peu désastreuse quand il a été décidé d'avoir un panier diversifié d'énergie solaire. Nous avons un niveau très élevé de radiation solaire dans le sud de la Jordanie, donc nous avons beaucoup d'énergie solaire. Nous avons diversifié entièrement notre énergie
Et la sécurité énergétique est devenue la chose la plus importante pour le pays qui était vraiment en ruine, si je peux m'exprimer ainsi. Donc notre but était d'avoir 20% de l'énergie, d'un mix d'énergie en 2020. Nous avons déjà 10% de notre énergie qui vient des éoliennes et du solaire. Nous avons beaucoup d'aide des pays du Golfe et de l'investissement étranger. Nous avons créé un fonds pour l'efficacité énergétique où tous les opérateurs en fait et les investisseurs dans le domaine de l'efficacité énergétique investissent. Et ce fonds met en place des panneaux solaires pour des maisons, pour des villages. Donc nous sommes vraiment en train de modifier le paysage énergétique et de l'efficacité énergétique. Surtout, le gouvernement encourage tout le monde à changer leurs ampoules, à utiliser certaines lampes. Les municipalités deviennent de plus en plus vertes. Donc les lampadaires dans les rues passent au solaire ou à des LED. Nous avons également beaucoup de campagnes de sensibilisation. Je me sens toujours coupable quand je me brosse les dents de laisser couler l'eau sur le robinet. Donc je coupe l'eau à chaque fois que je me brosse les dents parce que nous sommes un pays très pauvre, je tiens à le répéter. Tous les enfants, on leur dit d'éteindre la lumière quand ils quittent la chambre, par exemple. Donc, on est vraiment en train de construire ce programme de sensibilisation pour le changement climatique. Nous avons également beaucoup de carburant pour nettoyer les déchets, tout ce qui a été rejeté dans la mer. Nous avons également un programme de campagnes de nettoyage qui sont en place. Nous avons en fait le point le plus bas sur la Terre qui s'appelle la mer Morte, qui partage en fait Israël de la Jordanie et malheureusement au cours des dernières années, le niveau de l'eau a baissé du fait que la rivière du Jordan nous a apporté moins d'eau. Donc il y a des zones du côté jordanien et du côté israélien qui ont en fait des trous dans le sol. Vous voyez par exemple des ponts qui s'écroulent, vous voyez des fissures dans le sol en fait autour de la mer Morte, ce qui est très dangereux. Le gouvernement jordanien avait un projet de paix en fait, de désalinisation de la mer Morte et qui visait à construire un canal ou un pipeline pour apporter cette eau salée à la mer Morte. Malheureusement, ce projet a été retardé par le côté israélien et nous sommes maintenant vraiment un peu désespérés pour sauver notre mer Morte. C'est vraiment une catastrophe, un désastre du point de vue environnemental et je tiens à le dire. Je veux parler de l'énergie, mais je voudrais vraiment parler de ça. Vous aurez l'occasion de contribuer à notre débat plus tard. Maintenant, je me tourne vers Daniel Schrott. Vous êtes assistant au vice-président de la Banque africaine du développement. Donc, je vous remercie d'être parmi nous. Nous avons vu en Afrique, ils ont fait d'un petit saut plutôt un grand saut en avant même, je dirais, en partant d'une situation avec un réseau de télécom très très limité à maintenant avoir même des smartphones. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible est-il possible de faire la même chose dans le secteur de l'énergie? Tout d'abord, merci beaucoup à Enedis, c'est tout à fait
toutes nos excuses que le vice-président était empêché à la dernière minute. Mais moi, je suis ravi de faire partie de ce panel. Je vais faire quand même mon intervention en anglais. Alors, 2 ou 3 phrases en fait sur la Banque africaine du développement. Nous sommes le premier institution de financement de l'Afrique. L'énergie a toujours été très importante dans notre portefeuille, mais depuis 2015, depuis le président Shinam a pris la tête de la banque, l'énergie est devenue vraiment notre priorité numéro 1. Nous avons une cible très ambitieuse qui est de donner un accès universel à tout le monde à l'énergie en Afrique, qui est évidemment très ambitieux. C'est encore plus ambitieux que l'objectif du développement numéro 7. Je pense que ça coïncide cependant, parce que quand on pense à l'impact de l'énergie dans tous les domaines, avoir accès à l'électricité avant 2030, ça nous permettra d'atteindre l'OMD numéro 7. C'est également, nous avons besoin de 90 milliards de dollars d'investissement pour obtenir cet objectif d'ici 2025. Donc c'est évident qu'une institution seule ne pourra pas y arriver. Donc nous comptons évidemment sur l'argent public. Nous devons capitaliser sur nos ressources pour obtenir cet investissement. Quelques mots sur l'énergie renouvelable qui continue à prendre de plus en plus d'importance dans notre portefeuille. Nous avons 14% de notre portefeuille qui est des énergies renouvelables. Et je suis heureux de vous dire que cette année, nous finançons un nouveau programme d'énergie pour un total de 1,4 kW, ce qui vient entièrement des énergies renouvelables. Nous avons eu un meeting la semaine dernière pour un programme de 800 MW solaires et un complexe au Maroc et un autre projet en Côte d'Ivoire qui sera également énorme. J'espère répondre à la question que vous avez posée sur le saut en avant que nous sommes en train de faire. On le voit tout à fait, car l'Afrique est en train de s'avancer vers des solutions décentralisées d'énergie et surtout dans les zones rurales. C'est évident que pour que l'Afrique atteigne un accès universel à l'énergie, il faut qu'on fasse un réseau, évidemment, comme ça ne sera peut-être pas la construction d'un réseau comme dans les autres pays, car il y a des régions qui restent encore très reculées, et c'est pour ça que nous avons besoin de solutions innovantes. Et on voit par exemple qu'en Afrique de l'Est, où des maisons, des sociétés de solaire ont fusionné du fait de la technologie d'un côté, mais également parce qu'il y avait un financement qui était disponible pour ce type de société. Elles fournissent un accès énergétique à plus d'1 million de foyers et elles se concentrent surtout sur l'Afrique de l'Est. Donc il y a maintenant un besoin d'étendre cela à d'autres régions du continent. C'est pour ça que nous avons lancé ce que nous appelons une révolution. Nous essayons de réunir toutes les parties prenantes, mais également les gouvernements. Car ce qu'on voit du point de vue solaire en Afrique de l'Est, c'est surtout, ça s'est passé en l'absence de régulation en fait. Mais c'est vrai également que pour de nombreuses zones rurales, et ces systèmes ne sont pas encore, ne peuvent pas encore se les permettre. Donc il faut vraiment qu'on travaille avec les gouvernements pour fournir des plans stratégiques des zones où les maisons solaires sont la meilleure solution. Et donc les sociétés peuvent faire un concours, enfin peuvent faire un appel d'offres et peuvent construire des économies d'échelle. Il faut qu'on attire également du financement en monnaie locale, en devise locale. Donc nous allons avoir un premier ensemble de sociétés qui va travailler dessus, comme au Togo. Un autre aspect de ce saut en avant que je voudrais mentionner chez Enedis, c'est un petit réseau en fait
qui peut supporter des activités de production. Donc on voit beaucoup d'intérêt dans de nombreux réseaux en Afrique pour ce potentiel-là. Mais c'est évidemment encore des enjeux qui sont importants. D'un côté, il y a toujours le problème de la viabilité commerciale. Il y a également l'importance des politiques environnementales qui sont très importantes pour ce qui est des maisons solaires. Avoir une plus grande visibilité sur un plan d'expansion, avoir des procédures en place. Est-ce que les propriétaires seront compensés, par exemple? Parce que sinon, aucun investisseur du secteur privé va s'y lancer s'ils n'ont pas plus de visibilité là-dessus. Donc ces activités doivent être vraiment prises en main par toutes les parties prenantes. Donc l'Afrique est vraiment effectivement en train d'effectuer un saut en avant, mais il faut encore un soutien plus important de la part des parties prenantes pour que nous puissions continuer. Je vous remercie. Bernard Lassus. Bernard Lassus, vous êtes directeur du programme Linky d'Enedis. Donc on vous connaît bien en France, vous passez souvent à la télé. Et vous êtes président du comité stratégique de G3 PLC. Ça, les gens le savent peut-être un petit peu moins. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur cette alliance? Ok, oui. Donc je me présente, donc Bernard Lassus. Je suis à la fois donc président d'une alliance, G3 PLC Alliance. J'y reviendrai pour vous dire ce que c'est, de ce nom un peu barbare. Et puis, deuxièmement, donc j'ai en charge effectivement le programme de mise en place de 34 millions de compteurs de smart meters en France. Voilà. Donc je vais pas revenir sur les enjeux du réchauffement climatique, des problèmes de raréfaction des énergies fossiles, raréfaction de la ressource financière. Et ceci à peu près dans tous les pays, que ça aille de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe et autres. Ce que je voudrais simplement dire en fin de compte, à partir de ça, c'est que l'électricité va jouer un rôle essentiel autour de cela. Et essayer de montrer que justement cette alliance qui est issue d'une innovation à la fois d'entreprises et de chercheurs peut simplifier et rendre accessibles certaines solutions qui vont du microgrid jusqu'à l'adaptation, au renforcement des réseaux dans des pays comme la France, par exemple. Et que cette technologie G3 répond à l'ensemble de ces aspects-là. Alors je regarde mon petit papier, parce que je suis excessivement ému devant l'Assemblée. Donc en fin de compte, le système G3, c'est un système de courant porteur en ligne qui permet de transporter des datas et de réaliser des services en utilisant les câbles électriques. Alors vous allez me dire, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais c'est quand même intéressant, c'est qu'en termes d'infrastructures, quelque part économiquement, c'est intéressant de s'appuyer sur les infrastructures, des infrastructures existantes ou naissantes. Si on revient sur l'aspect des microgrids, on voit bien qu'en transportant des datas et puis des services dans des câbles, on peut mettre en place des réseaux excessivement intelligents à la maille hyper locale, comme en Afrique ou en Asie, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en plus, l'innovation a amené à ce que l'on soit assez indépendant des bruits qui circulent dans les réseaux. Alors que ce c'est que des bruits, ce sont des ondes qui sont émises par différents types de matériel et qui viennent perturber les signaux. Et bien, grâce à cette innovation et à la qualité, je dirais, du signal, eh bien, on est relativement indépendant. Ça intéresse aussi énormément de pays, qui ont des réseaux plus ou moins bruyants, si on peut le dire. Et puis, troisièmement, alors j'espère qu'il n'y a pas d'opérateurs telco dans la salle, mais ça assure aussi une indépendance par rapport aux acteurs telco qui changent énormément leur protocole de communication du fait que eh bien là, on utilise nos propres protocoles qui sont en libre accès et là, on a une indépendance assez importante. Et on voit bien que par ce type de technologie, on peut rendre beaucoup plus simple dès la mise en place de certains microgrids ou renforcement de réseaux.
Alors, je vais vous donner quelques exemples rapides. Enedis, donc, qui a été présenté par Michel brillamment. En fin de compte, on essaye d'utiliser l'ensemble de la panoplie de cette innovation. Déjà, au niveau des microgrids, nous sommes allés à Singapour pour justement tester de manière pré-industrielle des pilotes à partir de cette technologie pour mettre en place des microgrids, notamment pour les marchés de l'Asie ou les marchés d'Afrique. Et ça, c'est très intéressant. Alors, si je dis le mot pré-industrialisation, souvent on fait des proof of concept, mais on a du mal de passer de l'essai jusqu'à l'industrialisation. Et ce que je trouve très intéressant dans cette approche à Singapour, c'est qu'on est vraiment on a une demande d'un stakeholders, et à partir de là, on l'industrialise et on montre que c'est possible. Et j'y reviendrai sur la notion de preuve, de confiance et de décideur. Je pense que là, du tour de monde que je fais assez souvent, c'est un point sur lequel je voudrais revenir. Il y a un deuxième aspect aussi, et toujours un peu dans le même sens. En France, nous avons développé à peu près 20 démonstrateurs qui montrent pratiquement tout ce qui peut être réalisé à partir de cette technologie sur le réseau. Des problématiques d'effacement, des problématiques d'écrêtement, des problématiques d'intégration des énergies renouvelables, intégration du stockage, diffusion de data au niveau des collectivités territoriales, et ça c'est excessivement important pour qu'elles ajustent leur politique d'efficience énergétique. Des data aussi pour les clients, on en a parlé un petit peu sur la prise de conscience, et j'y reviendrai aussi. Je pense que là, il y a un nécessaire accompagnement, et les choses ne se feront pas au top d'horloge. Là, il y a aussi quelque chose autour de cela. Et puis le troisième exemple, nous utilisons, alors on le voit bien qu'on le fait à plein d'échelles, et là on l'utilise de manière assez massive, parce que nous utilisons cette technologie pour justement piloter et puis remplacer 34 millions de smart meters en France. Nous en sommes... alors c'est une chose que nous avons lancée en décembre 2015. Nous en sommes à peu près à 8 millions. Là, dans les jours qui viennent, nous aurons 8 millions de compteurs. Par rapport à la trajectoire initiale, un peu de cocorico, on n'en est qu'à 10 000. Vous voyez, c'est une demi-journée de pause, moins d'une demi-journée. On pose à peu près 28 000 compteurs par jour. Et les résultats techniques sont au rendez-vous. C'est-à-dire que, les taux de collecte, les possibilités de faire des opérations à distance, eh bien, on a l'ensemble des résultats. Donc, ce qui montre que cette technologie est une technologie efficace, simple à mettre en œuvre. Nous fournissons déjà des datas à des grandes collectivités territoriales, parce que des métropoles comme Lyon, des métropoles comme Nancy, des villes comme Bordeaux et autres sont totalement équipées de compteurs, et à partir de là, nous pouvons travailler avec elles pour aller dans le sens d'une meilleure efficacité énergétique, par exemple sur des écoquartiers, valoriser des éco-gestes. Ça, ce sont des points qui sont très importants. Et nous mettons aussi à disposition des clients des données, maintenant. Alors là, je voudrais faire un point, parce que souvent on nous reproche, mais comment ça se fait que les clients ne vont pas aussi vite dans les problématiques de prise de conscience énergétique. Moi, je pense que là, il faut être patient. Ça réinterroge la problématique de l'éducation. C'est aussi le comportement. Et donc là, vous verrez tout à l'heure, on a mis en œuvre des dispositions très novatrices pour accompagner notamment les familles qui sont en précarité énergétique et autres, avec des méthodes vraiment très locales, très, très basiques. Et moi, je pense que la transition énergétique, on ne la réussira pas qu'au très haut niveau politique, on la réussira aussi sur le terrain, au plus près des gens, et notamment dans les milieux qui sont défavorisés. Et je voudrais revenir sur autre chose. Moi, je fais pas mal le tour. J'étais en Inde donc, la semaine dernière, donc en Arabie Saoudite, et dans pas mal de pays, en Chine et autres. Et je m'aperçois qu'il y a un point qui est fondamental, au-delà de la technologie, parce que je pense que la technologie, aujourd'hui, sait faire. Grosso modo, elle sait faire, et même de manière évolutive. Le problème, c'est l'engagement
c'est comment on donne confiance aux décideurs pour s'engager. Et moi, je m'aperçois, quand je rencontre pas mal de décideurs, ils me disent, mais ok, mais à qui on peut faire confiance en fin de compte? Par exemple, dans la mise en place de microgrids, dans la place du renforcement de réseau, de changement pour mettre en place des smart meters et tout. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire, notamment sur de mise à disposition de pilotes qui vont prouver simplement qu'en fin de compte, ça marche, qu'on peut faire confiance en certains types de matériel et que quelque part, les résultats sont au rendez-vous. Je pense que je me mets à la place des décideurs, j'en ai rencontré pas mal. Ce n'est pas simple pour eux de pouvoir prendre les bonnes décisions et d'engager des finances à haut niveau. Donc c'est ça qui me... Voilà, Okay. c'est ça que j'avais envie de dire. Merci beaucoup Bernard pour ces explications détaillées. Je me tourne maintenant vers Dario Chello. Dario Chello qui est président de MEDENER. MEDENER, c'est l'association des agences nationales pour l'énergie, l'efficacité énergétique et les renouvelables dans la région de la Méditerranée. Et c'est également le représentant de l'ENEA, l'Agence nationale pour les nouvelles technologies, l'énergie et le développement économique durable de l'Italie, dans son bureau à Bruxelles. Voilà, Dario, est-ce que vous pourriez nous dire, puisque vous parlez pour la Méditerranée ici, quel est l'enjeu de la transition énergétique en Méditerranée? Parce qu'on pense transition énergétique, on pense que c'est plutôt quelque chose qui concerne les pays comme le nôtre, mais en fait, quels sont les enjeux en Méditerranée? Merci. Merci pour m'avoir invité dans cet événement fort important et préalable à l'événement majeur de demain, où la France essaie de prendre la relève et de mener à bien cet exercice difficile de changement climatique après les décisions pas tout à fait intelligentes des États-Unis d'Amérique. Mais enfin, la question du défi. Dans la Méditerranée, aujourd'hui, nous avons, à mon opinion, affaire avec des grands défis, comme vous dites, qui sont en quelque sorte connectés l'un l'autre. Le changement climatique, évidemment, mais la migration aussi. Et il y a pas mal d'études qui commencent à sortir, notamment après la déclaration de New York de 2016 sur la migration et les réfugiés, et qui commencent à s'interroger jusqu'à quel point le changement climatique, et notamment les conséquences, comment dirais-je, négatives sur l'agriculture, sur l'élevage, sur le territoire en général, puissent de quelque sorte être un motor drive pour faire que les gens bougent, soit sur le continent africain, pays par pays, soit plus loin en Europe. Et moi, je crois que les deux questions, changement climatique et migration, ont beaucoup de points qui se rassemblent. Bon, pour les deux, c'est impossible pour un seul pays de résoudre l'affaire. Quoi qu'on puisse avoir un comportement le meilleur, le plus adapté possible, tu n'arrives pas. Parce que la source du problème est, comment dirais-je, nombreuse. Donc tu n'as pas seulement une source, mais il y a plusieurs sources qui forcent le phénomène, soit pour le changement climatique, soit pour la migration. Parce que la destination de l'effet n'est pas unique. Parce que, bon, comme la pollution transite peut-être pour l'Italie et s'arrête à Paris, j'espère, pour mon pays, et en fait, ou bien, etc., mais les migrants aussi, ils passent pour l'Italie, ils vont à Paris, puis ils vont au Royaume-Uni, ou puis ils vont où le bon Dieu décide. Bon, enfin, les deux problèmes ont ce caractère de différentes sources, différentes destinations, différents transits et différentes causes qui poussent ces attitudes. Alors, c'est tout à fait évident, mais ça sont les résultats de ces études récentes qui essaient de trouver un point de connexion. Bon, il s'agit de des problèmes cross-cutting, comme on disent les Anglais, donc qui nécessitent une gouvernance globale, ou si vous voulez, une coopération multilatérale. Moi, je suis un partisan de la coopération multilatérale, étant donné que je suis le président d'une association multilatérale. Et le multilatéralisme aujourd'hui connaît un moment terrible,
parce que on essaye de faire des barrières, de se renfermer dans son pays, de laisser tomber, de résoudre les problèmes toute seule. Mais ça, c'est une mission impossible. Ils rêvent de pouvoir faire ça. Mais il faudrait revenir en arrière par le phénomène complexe qui était la globalisation et qui est allé trop en avant pour pouvoir le stopper. Et la seule façon de le stopper, ça serait une guerre, ou ça serait quelque chose de très bouleversant. Donc, tu ne peux pas stopper la globalisation étant donné que l'argent circule, que les personnes circulent, que les polluants circulent, que les migrants circulent et tout le reste. Et alors, comment résoudre l'affaire tout en ayant seulement une attitude, comment dirais-je, une attitude importante au niveau de l'État-nation? Ça ne va pas. Nous, comme Medener Association, dans la petite enceinte de l'énergie, parce que nous agissons sur l'efficacité énergétique et sur le renouvelable, nous croyons que bottom-up, comme on dit les Anglais, nous pouvons essayer de remettre les choses en place. Parce que pour nous, l'efficacité énergétique en Algérie, comme en Égypte, en Jordanie, comme en Syrie, la pauvre Syrie qui était associée à Medener, mais qui puis a dû interrompre pour les terribles questions qui se sont passées, c'est pas seulement l'affaire liée à la sécurité des approvisionnements, à la CO2, etc., mais c'est l'affaire liée à la capacité de faire une industrialisation des pays, d'accord, petites et moyennes entreprises qui sont capables de fabriquer sur le camp les composants et les systèmes pour l'efficacité énergétique et pour le renouvelable, de faire accroître les compétences des installateurs, des gens qui sont pour la maintenance ordinaire et extraordinaire, de faire de façon que la croissance et l'emploi, d'accord, dans ces pays qui sont un des facteurs de stabilisation, notamment par rapport à la migration, soit quelque chose qui soit entraîné par l'efficacité énergétique et renouvelable. Renouvelable sans réseau ne marche pas, parce qu'aujourd'hui la force des renouvelables, en Europe surtout, a été la capacité de s'interconnecter dans le réseau de basse tension, pas dans le réseau de transport. Et donc ceci a entraîné toute une série de réflexions sur la, comment dirais-je, la différence de tasks que le réseau, les distributeurs se sont vus, comment dirais-je, investis, même si traditionnellement, dans les grandes entreprises intégrées, Électricité de France, Enel, E.ON, etc., le département de la distribution, c'était le cendrillon de l'entreprise. À l'époque, Électricité de France, ce qui compte est la production, le nucléaire, et puis il y avait le transport. Puis il y avait ces pauvres gens de la distribution, mais qu'il fallait les garder, parce que quand même, il faut arriver chez la tante Marie pour donner le kilowattheure. Mais aujourd'hui, l'affaire s'est totalement renversée, quoi, parce que les photovoltaïques, les éoliennes, les biomasses et le solaire thermodynamique ne se connectent pas à 380 kV, mais se connectent à 20 kV, à 16 kV, à 6 kV. Donc il faut repenser toute l'affaire. Et comment faire le dispatching? En temps, on faisait le dispatching, la tension-fréquence en haute tension. Maintenant, il faudra la faire en basse tension, je ne sais pas. Mais donc, cette affaire d'aujourd'hui, c'est bien ciblé parce qu'il vise, comment dirais-je, un aspect de la transition énergétique dont on ne peut pas s'en passer. Merci. Grazie. Merci beaucoup. On peut déjà prendre des questions s'il y en a. You can ask also your question in English, if there are any. Ok, alors moi j'ai une question qui vient je vous ai tous écouté, and I will ask Shermin maybe. Et je vais poser la question à Shermin d'abord, et ensuite je vous demanderai, Daniel, à vous de me répondre. Est-ce que le comptage en soi est important dans le modèle économique? Nous avons parlé des compteurs et nous savons qu'il est difficile dans certains pays déjà de les installer, de les faire payer pour l'électricité. Alors quel est le rôle de ces compteurs? Est-ce que ça fait partie du modèle économique? Eh bien, en Jordanie, nous avons
6 entreprises producteurs d'énergie qui sont des entreprises privées. Ensuite, nous avons l'équivalent de la RTE en France, la Société nationale d'électricité, qui est propriétaire donc des lignes de haute tension. Et ensuite, il y a 3 sociétés de distribution qui sont aussi de l'ordre privé. Et il y en a 3. Ces 3 entreprises du Nord, dans le centre et du Sud ne sont pas très contents quand les usines, les mosquées, les écoles et le parc immobilier, 45%, les logements, 45% des clients installent, donc ils ne sont pas contents quand ils installent des panneaux photovoltaïques. Donc il y a cette demande d'installation des réseaux intelligents et des compteurs intelligents. Et c'est très frustrant pour le secteur privé qui résiste à cette tendance. Tout le monde veut savoir exactement notre consommation, etc. Donc nous avons cette monopole par ces 3 entreprises de distribution qui n'installent pas donc, des compteurs intelligents. Donc nous avons clairement un problème. Nous sommes face à un problème. Il y a des investisseurs d'un côté, le secteur privé de l'autre, et puis ces entreprises de distribution d'électricité, d'énergie de l'autre. Je pense qu'une des grandes difficultés quand quelqu'un installe des panneaux solaires sur son toit, ils peuvent envoyer l'énergie et se raccorder au réseau. Mais ça pose un grand problème et malheureusement, je ne vois pas de compteur intelligent à l'avenir chez nous. Concernant les réseaux, nous sommes en train d'augmenter la capacité du réseau en Jordanie avec un couloir vert dans le sud et d'autres travaux à l'est du pays. Mais c'est simplement une augmentation de la capacité. On ne parle pas des réseaux intelligents encore. Je ne pense pas que ça s'annonce à l'horizon, mais je suis ravie d'annoncer que nous avons un mémorandum, nous avons récemment signé, aujourd'hui même, signé avec la Syrie pour l'expansion et pour l'expansion et de nous raccorder à la région. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il faut se concentrer sur des solutions décentralisées, je voudrais juste... je ne voulais pas dire que l'Afrique n'a pas besoin d'un réseau. Évidemment, il y a un grand besoin et c'est un endroit où il y a besoin aussi de grands investissements. La Banque mondiale a récemment publié une analyse sur les entreprises de services publics en Afrique subsaharienne et ils ont vu que les centres d'énergie dans 39 pays subsahariens ne fonctionnent que dans 2 pays et seulement 90 couvrent leur capacité de travail. Donc il y a une énorme perte, des pertes techniques, des pertes financières qui sont au-delà de 20%. L'infrastructure, les inefficacités, et des problèmes d'infrastructure. En fin de compte, ça pose problème aussi pour des producteurs d'énergie.
Donc il y a des appels d'offres, mais même quand c'est un projet, ce n'est rentable que s'il y a une sorte de garantie contre les risques. Mais il faut aussi une garantie souveraine afin d'assurer la viabilité du projet. Donc c'est un problème très sérieux en Afrique et je pense que là, les innovations récentes et les compteurs intelligents peuvent jouer un rôle et nous permettre d'explorer comment les entreprises de services publics de distribution d'énergie peuvent entrer en partenariat et travailler avec d'autres, comme Enedis peuvent entrer en partenariat avec d'autres régions, d'autres parties du continent. Très vite, je voulais dire simplement un mot. Mesurer, est-ce que c'est essentiel? Ce qui est très intéressant, on parle du compteur, mais en fin de compte, ce n'est pas du tout le compteur qu'il faut essayer de voir. C'est la data et les services que l'on rend. Je pense que la transition énergétique, elle se fera par l'analyse d'énormément de données. Pour vous donner un exemple, à la fin du programme, nous collecterons à peu près 3 milliards de données par jour. Et c'est à partir de là que nous aurons les données suffisantes pour pouvoir réfléchir aux régulations qui sont à mettre en œuvre pour l'intégration des énergies renouvelables, pour la mobilité électrique, pour le stockage et trouver les bons moyens d'arriver à lisser les pics pour éviter les investissements dans les outils de pointe. Et je pense que la transition énergétique, elle s'accompagne d'une digitalisation, mais très forte. Et ça, c'est pas simplement les pays qu'on dit développés qui ont à le faire, c'est de partout. Le smart meter, en fin de compte, c'est quoi? C'est les débuts d'une infrastructure digitale qui va apporter des informations sur lesquelles les utilities vont s'appuyer pour pouvoir manager au mieux leur réseau. C'est aussi une très grande transformation. C'est aussi une très grande transformation. Je vous assure, si on veut vraiment utiliser les potentiels des nouvelles technologies d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec 2 points, et puis je ne sais pas que la cybersécurité et la protection des données. Ça, c'est deux enjeux qui vont devenir monumentaux. On en reparlera, merci. Je voudrais demander à chacun d'entre vous, maintenant vous avez 20 secondes chacun. You have 20 seconds each to give me a proposal or recommendation for the next summit before I ask Jean for a meeting of tomorrow. Charmaine? 2 choses. Comme je vous l'ai dit, je trouve que les campagnes de sensibilisation dans tous les pays, dans le domaine de l'éducation, pour les enfants, pour les zones rurales, partout, comment utiliser l'énergie, comment économiser l'énergie, comment économiser l'eau. Ce n'est pas cher, si on peut le faire. Il faut tous les jours qu'on renforce la sensibilisation à ce niveau sur l'usage, sur l'utilisation de l'énergie. Qui doit faire ça? Les États? Oui, absolument. C'est l'État qui doit faire ça. Il faut qu'il le mette au cœur du programme d'éducation pour les enfants. Comment respecter l'eau, comment respecter l'environnement. Ne mettre pas des poubelles partout, ne pas jeter des choses, ne pas gâcher l'électricité. Les enfants doivent l'apprendre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, s'il vous plaît, faites attention et essayez de protéger la mer morte. C'est vraiment un désastre d'un point de vue de l'environnement et ça aggrave tous les jours. On a compris le message, merci. Si on parle de la Méditerranée, bon, évidemment, la question de la awareness, donc de l'éducation, de l'information, etc., c'est tout à fait importante. Mais moi, je crois que la recommandation que je ferai est ne donnez pas plus un sou au gouvernement, ni de l'Afrique, ni des pays là-bas. Il faut impliquer ces pays dans des projets complets, win-win, partagés,
dans une logique de partenariat, d'accord, nord-sud ou south-south, et demander puis l'adhésion. Mais stop à donner de l'argent direct au gouvernement sans savoir pourquoi et pour faire comment. Vous voulez dire qu'il faut donner de l'argent pour des projets? Il faut donner de l'argent pour les projets, sur la base de projets qui soient fiables, affordables et qui impliquent soit les entreprises du Sud, soit les entreprises du Nord, dans une logique qui soit partagée. Ça va. C'est ça. Très bien, grazie. Daniel. Okay. Aujourd'hui, c'est aussi le jour du financement du climat, donc je vais me concentrer là-dessus. L'Afrique ne reçoit que 4% des financements pour le climat aujourd'hui, donc ma recommandation, ça serait évidemment que tous les pays qui se sont engagés à la COP21 tiennent leurs engagements et s'assurent que l'Afrique reçoive sa part de ces financements. Et idéalement, je voudrais également qu'une bonne partie de ces fonds soient envoyés par le biais d'institutions africaines plutôt que par des processus mondiaux qui peuvent être un petit peu lourds à gérer en termes d'organisation. Merci. Ouais, ça va être une action très très concrète qui est totalement en complémentarité avec l'aspect de l'éducation. Je pense qu'il faut travailler le flux, c'est-à-dire les enfants, l'éducation et tout, mais il faut travailler le stock, excusez-moi de ces termes très barbares. Et j'ai demandé à quelqu'un, un jeune, parce que je pense que la solution elle viendra des jeunes, pour accompagner notamment les familles qui sont en précarité énergétique dans les quartiers, parce qu'on a tous des quartiers. Donc j'ai demandé est-ce qu'il y ait un jeune qui vous décrive une action que l'on mène dans le cadre des services civiques, que l'on met en France. Mais alors pourquoi j'en parle comme une action à réaliser? C'est que nous on le fait à notre niveau. On a 200 jeunes qui travaillent sur le terrain auprès des quartiers et je trouverais très intéressant que cette action soit développée, pas simplement au niveau de la France, mais au niveau des pays. Et c'est pour ça que j'ai demandé à 2 jeunes de venir et ils en parleront nettement mieux que moi. Voilà, vous avez 1 minute chacun. Oui. Alors bonjour, je me présente Flavie, j'ai 18 ans. J'ai voulu faire partie de la transition énergétique, merci, parce que je trouve important que les jeunes puissent être actifs par rapport à cela et que nous sommes la génération future. Du coup, le fait de voir des jeunes sur le terrain, ça peut aussi toucher plus notre génération et les autres générations et nous intervenons plus sur les logements pour les personnes qui sont en situation un peu, comment dire, précaire. Un peu précaire, voilà. Et du coup, lorsque nous sommes sur le terrain, nous touchons plutôt les facs, les écoles primaires, et voilà. Je vais laisser mon collègue vous introduire précisément. Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Wael et j'ai choisi aussi d'être volontaire comme Flavie dans la transition énergétique. Donc notre mission répond à un double enjeu, un enjeu social, puisque 20% des Français sont en situation de précarité énergétique. Donc on est sur le terrain pour accompagner les familles, et notamment les familles qui sont en situation donc, de précarité énergétique, pour leur aider à consommer, à avoir un comportement éco-responsable, en leur apprenant donc, les éco-gestes, fermer le robinet quand on se lave les dents, enfin ce genre de choses basiques, mais qui pourtant sont importantes parce que c'est pas toujours appliqué. Il y a une différence entre connaître et l'appliquer. Et donc nous on est là pour leur rappeler, pour les accompagner à ce niveau-là, mais aussi ça répond, comme vous en doutez, à un enjeu écologique, parce que je pense que chacun de nous doit s'impliquer dans ce projet à long terme, et que pour lutter contre les problématiques du réchauffement climatique, du coup on doit tous s'impliquer, notamment les jeunes, puisque finalement on est héritier de notre planète. Et voilà, donc avoir choisi la mission de transition énergétique avec Unicité, qui sont en partenariat avec Enedis, je trouve que c'est très enrichissant personnellement, et je conseille justement à tous les jeunes de participer à ça. Et merci aussi à Enedis de nous avoir invités, parce que c'est très intimidant, mais aussi très enrichissant pour nous. Merci. Merci beaucoup. Restez là, restez là. Bon alors Jean, voilà le relais. Est-ce que vous savez que Jean Jouzel, parce que Jean Jouzel a eu le prix Vetlesen en 2012. Oui.
Le prix Vetlesen, c'est dans les sciences de la Terre, c'est l'équivalent du prix Nobel dans les sciences de la Terre. Voilà. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de discuter ensemble parce que voilà, vous avez la chance aussi d'avoir un grand climatologue, le plus grand climatologue français ici. Donc merci. Jean, est-ce que vous êtes optimiste pour demain? Oui, alors oui, être optimiste. Être optimiste passe pour moi, je vais le dire de façon claire, puisque disons. Il y a des régions qui sont représentées ici indirectement, le Moyen-Orient, l'Afrique. On ne réussira l'accord de Paris que si la transition énergétique se met en place également au Moyen-Orient et en Afrique. Et c'est très important. On peut toujours, bien sûr, on comprend bien que l'adaptation est importante dans ces pays, mais il faut aussi réussir la transition énergétique, et c'est pour ça que je regarde Daniel, et puis bien sûr vous-même, c'est important, c'est essentiel. On ne réussira pas, et c'est un peu ça mon message, et le message, et c'est ce qu'on a dit aussi dans ce livre avec Pierre Laroutourou, je plaide vraiment pour plus de solidarité entre l'Europe et l'Afrique sur ces aspects de transition énergétique. Et c'est vraiment ce que je souhaiterais dire et ce qu'on dit d'ailleurs dans ce livre. Voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup pour cette recommandation. C'est la fin de cette première table ronde. Merci à nos orateurs. Alors là, on a entendu des expériences différentes. On voit bien tout le sens du sous-titre de votre conférence, les réseaux du futur, le futur des réseaux. C'est important de comparer ce qui se fait dans des zones, la Méditerranée d'un côté, Moyen-Orient. C'est comme ça que Enedis travaille? Oui, parce qu'il faut être à l'écoute. Vous savez, on n'invente jamais en soi les meilleures solutions, et il faut être extrêmement modeste sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas. Et quand on regarde l'exemple de ce qui se fait en Jordanie, quand on regarde ce qui se fait en Allemagne, quand on regarde ce qui se fait en Afrique, sur le continent africain, qui va être au cœur de toutes les transitions. Le projet de Jean-Louis Borloo d'électrification de l'Afrique reste, bien entendu, un projet extrêmement vivant. Donc on voit bien que de toutes ces expériences naissent des conclusions qui sont utiles pour nous en France, dans nos départements, dans nos régions. Donc je veux dire, l'intelligence, c'est aussi d'avoir une vision ouverte de ce pays et de regarder un petit peu comment on peut s'inspirer des réussites et peut-être aussi des échecs ici ou là. Parce qu'il y a vraiment des logiques différentes où tout le monde va dans le même sens sur l'importance des réseaux, construire des réseaux internationaux. Tout le monde est dans cette même dynamique Tout le monde aujourd'hui acte le fait qu'il y ait de plus en plus d'énergie renouvelable, locale, décentralisée, territorialisée. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans tous les continents, le sujet, c'est les bouleversements qui arrivent sur les réseaux avec l'arrivée de plus en plus grande d'énergie locale, décentralisée, territorialisée, diffuse. C'est-à-dire que c'est plus des systèmes purement centralisés, purement opérables qui fonctionnent, c'est des systèmes qui vont être de plus en plus complexes, mais qui en même temps, le propre des réseaux, vous savez, depuis un siècle que les grands réseaux électriques existent, c'est d'avoir su s'adapter. Les grands réseaux, ils ont su migrer selon les moments, les transitions. On n'est pas à la première transition énergétique ou climatique, il y en a eu bien d'autres avant. Et le problème des réseaux, c'est cette souplesse, cette flexibilité. Et aujourd'hui, on est dans un très grand moment de changement, mais qui est passionnant pour des entreprises comme Enedis. Alors on pourrait en parler pendant des heures, mais dans la conférence, il y avait M. Lassus qui est intervenu, qui est responsable du programme Linky. Alors c'est une considération toute franco-française. On en est où de ce programme, et c'est un vrai plus pour les économies d'énergie? Alors vous avez raison de poser la question. Linky, c'est une pierre essentielle dans ce qu'on appelle les smart grids, les réseaux intelligents. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui à 8 millions de compteurs qui remplacent les vieux compteurs bleus. Ces compteurs permettront demain à vous, à moi, de pouvoir avoir des informations quasiment en temps réel sur la consommation et de pouvoir dès lors, en mieux appréhendant cette consommation, maîtriser celle-ci, pouvoir faire des économies, pouvoir mieux orienter le modèle. Et la transition énergétique, ce n'est pas uniquement pensé par les ingénieurs pour les ingénieurs, c'est quelque chose qui doit embarquer le citoyen et qui ne peut être réussi que si côté consommation, il y a un volet réussi. De ce point de vue-là, le comptage intelligent partout dans le monde et pas uniquement en France, c'est un vrai défi. C'est la première brique du changement vers des réseaux intelligents. Voilà, c'est ce nouveau compteur. Bon, il y a quelquefois et parfois la polémique, mais il y a aussi des gens qui sont ravis parce que ça permet de faire des économies personnelles, mais aussi des économies d'énergie de manière collective. Il y a autre chose qu'on a entendu, on a vu des jeunes qui sont intervenus sur la table ronde, des jeunes de l'association Unicité qui travaillent sur un programme avec vous. C'est ça aujourd'hui, une entreprise moderne qui travaille en réseau, c'est travailler avec des jeunes. Mais c'est très lié à votre question précédente.
précédente, puisque Unicité est une association d'insertion à laquelle nous avons fait recours pour recruter des centaines de jeunes qui, dans certains quartiers, dans certaines parties de notre territoire, aident les citoyens à appréhender, à mieux prendre en main le compteur Linky. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'en France, tout le monde n'est pas en situation de rentrer sur Internet, d'ouvrir un site pour avoir sa consommation, de pouvoir donc mieux profiter des avantages de ce compteur Linky. Dans des endroits qui peuvent être des endroits où justement il y a ces difficultés, les jeunes d'Unicité nous aident et avec des succès formidables. Je pense dans le Gard, à Nîmes, dans beaucoup d'endroits en France, à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, avec beaucoup de réussite. Et donc ça veut dire que Linky, c'est aussi un moyen de pouvoir, en faisant de l'insertion, en faisant appel à des jeunes en service civique, de pouvoir donc éviter ce qu'on appelle de manière un peu technocratique, mais de favoriser l'e-inclusion, d'éviter que le numérique, ça crée des barrières, des fossés, des murailles entre les Français. Ce n'est pas l'objectif. Et quand on est une entreprise de service public, on doit veiller à ce que tout le monde puisse c'est faire de la partager les sensibilisation sur ces questions d'économie d'énergie. De la sensibilisation, de la pédagogie, et en embarquant le citoyen, quel que soit son niveau de culture, sa localisation dans le territoire, de faire en sorte qu'on remplisse pleinement nos missions de service public. Vous savez, le service public, ce n'est pas une notion du passé, c'est une notion où il y a des valeurs. Et dans ce pays, je crois qu'il faut rappeler l'intérêt d'avoir des politiques publiques pour tout le monde, pour toutes et tous, de manière égale. Monsieur Derdevet, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission spéciale sur la question de la transition énergétique. Il sera question de réseaux intelligents. Entre-temps, si vous voulez découvrir toutes les tables rondes qui ont eu lieu le 11 décembre dernier dans le Side Event Enedis autour du One Planet Summit, vous pouvez aller sur notre site internet ou sur le site www.enedis.fr/OnePlanetSummit. À bientôt. Et pendant ce temps-là, faites des économies d'énergie et agissez en réseau.